Le ciel de l'Oregon était gris et lourd au-dessus du cimetière d'Ashland, à la mesure du poids qui pesait sur la poitrine de Miles Caton. Debout à l'écart, les mains calleuses croisées dans le dos, il regardait les personnes en deuil se traîner entre les chaises pliantes disposées sur l'herbe humide. L'air sentait la terre mouillée et le léger gaz d'échappement du corbillard qui avait conduit Kendra Morrow à sa dernière demeure. Miles portait son seul costume noir, celui-là même qu'il avait porté avec Taran 4 ans plus tôt. Le tissu était serré sur ses épaules, façonné par des années de transport d'acier et de travail à la forge de son atelier de soudure. Il s'était taillé la barbe ce matin-là, avait passé un peigne humide dans ses cheveux noirs et avait ciré ses bottes. Kendra aurait apprécié l'effort. Elle a l'air paisible. Quelqu'un murmura derrière lui. Miles ne se retourna pas pour voir qui parlait. Paisible n'était pas le mot qu'il avait utilisé pour Kinder Morrow. La femme avait été aussi vive que du verre brisé jusqu'à ce que le cancer lui ôte la voix. Même alors, son regard était resté alerte, observant tout, cataloguant chaque détail comme si elle se préparait à un examen final. La voix du pasteur résonnait en ronronnant à propos du repos éternel et du plan de Dieu. Miles laissa les mots l'envahir, se concentrant plutôt sur la foule. La plupart des habitants d'Ashland étaient venus. Kendra avait été doyenne de l'université pendant 20 ans avant de prendre sa retraite, et elle avait touché la moitié de la ville d'une manière ou d'une autre. Anciens étudiants, collègues, voisins, tous étaient venus rendre hommage à une femme qui ne supportait pas les imbéciles de bon cœur. C'est alors qu'il les aperçut. Taran se tenait près du premier rang, ses cheveux auburn tirés en arrière en un chignon soigné. Elle portait une robe noire qui mettait ses formes en valeur, le genre qui lui donnait un air à la fois professionnel et endeuillé. Dans ses bras, elle tenait un bébé enveloppé dans une couverture bleu pâle. Le nourrisson ne devait pas avoir plus de quelques semaines, son petit poing serré contre la poitrine de Taran. Miles cligna des yeux. Depuis quand sa femme tenait-elle des bébés aux enterrements? À côté de Taran se tenait Raylan VCH, si près que leurs épaules se touchaient presque. L'homme avait les mains enfoncées dans les poches de son manteau, ses cheveux blonds retombant sur son front avec cette désinvolture que les femmes semblent trouver attirante. Miles avait rencontré Raylan à plusieurs reprises au fil des ans, toujours décrit comme un ami de longue date de Taran depuis l'université, toujours présent aux fêtes ou au dîner sous un vague prétexte de présence en ville. Mais aujourd'hui, Raylan avait l'air différent, plus à l'aise, comme s'il y avait sa place. Miles s'approcha, se faufilant entre les chaises pliantes. Le bébé émit un léger bruit et Taran ajusta la couverture autour de son visage. Ce mouvement la rapprocha de Raylan, suffisamment près pour qu'il puisse lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle hocha la tête, un léger sourire illuminant ses lèvres avant qu'elle ne se souvienne où ils étaient. Taran, dit Miles doucement en s'approchant par derrière. Elle se retourna, son expression se transformant en surprise avant de prendre une expression plus réservée. Miles, je ne t'ai pas vu arriver. À qui est ce bébé? La question resta en suspens entre eux. Taran resserra légèrement sa prise sur le bébé et jeta un coup d'œil à Raylan avant de répondre. Un ami, dit-elle. Elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, alors j'ai proposé de l'amener. Miles observa le visage de sa femme. Après 4 ans de mariage, il savait qu'elle le disait à la façon dont elle touchait sa boucle d'oreille lorsqu'elle était nerveuse. Le léger haussement de son sourcil gauche lorsqu'elle exagérait la vérité. Tous deux étaient présents maintenant. Quel ami? Miles. La voix de Taran était teintée d'avertissement. Ne faisons pas ça ici. Raylan s'éclaircit la gorge. Je devrais probablement y aller. Taran, si tu as besoin de quoi que ce soit, elle va bien. Miles l'interrompit. Les deux hommes échangèrent un regard. Raylan avait la carrure d'un sportif à l'université, mais il avait laissé les choses s'adoucir. Ses yeux étaient bleu pâle, le genre de regard sincère jusqu'à ce qu'on réalise qu'il ne se focalise jamais vraiment sur ce qu'on dit. Bien sûr, Raylan dit, prends soin de toi, Taran. Il s'éloigna, les mains toujours enfoncées dans ses poches. Miles le regarda partir, remarquant qu'il ne se dirigeait pas vers le parking, mais s'attardait près des chênes à l'orée du cimetière. Miles, s'il te plaît. Taran déplaça le bébé dans son autre bras. On peut juste finir aujourd'hui? Il baissa les yeux vers le nourrisson. L'enfant avait les cheveux noirs et des traits qui lui semblaient familiers, mais Miles n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Les yeux du bébé étaient fermés, mais lorsqu'ils s'ouvrirent un instant, ils étaient bleu pâle comme des rails. Quel âge a-t-il? Demanda Miles. 3 semaines. Taran répondit rapidement, 2,3 semaines. Miles fit le calcul mental.
Cela situerait la naissance juste au moment où Taran avait disparu pendant 2 jours, prétextant avoir besoin d'aider une amie à traverser une crise. Au même moment, elle était injoignable au téléphone, n'envoyant que de brefs SMS indiquant qu'elle était occupée. Quelle amie? Encore? Une collègue? Vous ne la connaissez pas. Le pasteur termina son éloge funèbre et la foule commença à bouger. Les gens s'approchèrent du cercueil pour lui rendre un dernier hommage, déposant des roses sur le bois poli. Miles aurait dû être là-haut avec eux, disant au revoir aux seuls membres de la famille qu'il avait jamais traités comme s'il comptait. Au lieu de cela, il resta figé, regardant sa femme lui mentir au sujet d'un bébé qui ne leur ressemblait en rien. « Je dois y aller, dit Terence. Le bébé s'agite, mais le nourrisson dormait paisiblement, silencieux. Tandis que Taran s'éloignait, Miles entendit des bribes de conversation chuchoter autour de lui. « Elle a accouché tôt, n'est-ce pas? 3 semaines avant terme, paraît-il. Raylan a été d'une telle aide depuis l'accouchement. Quel bon ami. Vous avez vu comme elle était naturelle avec lui? » Chaque commentaire était comme un coup de poing dans le ventre. Miles resta immobile tandis que la foule se raréfiait, regardant Taran installer le bébé dans un siège auto à l'arrière de sa berline. Raylan surgit de nulle part pour l'aider à attacher les sangles, sa main s'attardant sur son épaule avant qu'elle ne prenne le volant. Miles se dirigea vers un camion garé sur le parking, ses bottes crissant sur le gravier mouillé. Il resta assis au volant pendant 10 minutes, les mains agrippées au volant, essayant de comprendre ce qu'il avait vu. Les yeux bleus pâles du bébé. La posture. Surprenez par vos choix. Vous avez probablement donné la majeure partie ou la totalité de l'argent, n'est-ce pas? Vous avez créé quelque chose qui aiderait les autres plutôt que de vous enrichir. Je pensais que tu pourrais. C'est pourquoi je t'ai choisi. Mais il y a encore une chose que tu dois savoir. L'héritage que tu as reçu ne représente pas la totalité de ce que je t'ai laissé. Il y a un deuxième compte, dont je n'ai jamais parlé à Linda, détenu dans une banque de Portland. Les informations sur le compte sont jointes à cette lettre. Il contient $200 000 supplémentaires que j'ai épargnés spécialement pour que tu puisses les utiliser comme bon te semble. Cet argent est sans obligation, sans attente, sans restriction. Utilise-le pour développer ton entreprise, voyager à travers le monde, acheter une plus grande maison ou le donner à une œuvre caritative. Le choix t'appartient entièrement. Considère-le comme un cadeau d'une mère à son fils. Elle a choisi. Je ne t'ai jamais considéré comme un gendre, car je te voyais comme quelque chose de plus précieux, une personne dont le caractère était suffisamment fort pour qu'on lui confie mon héritage et mon amour. Je suis fier de toi, Miles. Je l'ai toujours été. Avec gratitude et affection, Kendro, il y a autre chose que je veux que tu saches à propos de Taran. Elle ne mentait pas lorsqu'elle disait se sentir seule dans votre mariage. Tu es, comme elle l'a dit, tellement réservé émotionnellement que personne ne peut lire tes sentiments. Mais ce n'est pas un défaut. C'est juste ta nature. Certaines personnes ont besoin d'une validation émotionnelle constante. D'autres trouvent leur force dans le calme et la stabilité. Aucune de ces approches n'est mauvaise, mais elles ne sont pas compatibles dans le mariage. Ne laisse pas sa trahison te convaincre que tu es incapable d'aimer ou que tu n'en mérites pas. Tu aimes simplement quelqu'un qui n'a pas su apprécier ce que tu avais à offrir. Miles lut la lettre 2 fois, puis s'assit à la table de conférence et regarda la rue en contrebas par la fenêtre. Après 1 an à croire qu'il comprenait la situation, Kendra avait caché la révélation la plus importante d'Al. Elle ne l'avait pas vu comme un héritier commode, mais comme un fils choisi. L'héritage n'avait pas consisté à empêcher Taran de voler de l'argent. Il s'agissait de garantir que quelqu'un que Kendra aimait aurait les ressources nécessaires pour reconstruire sa vie. Les informations bancaires étaient jointes à la lettre sur une feuille séparée, ainsi que les coordonnées d'un agent fiduciaire de Portland qui gérait les fonds depuis plus de 10 ans. $200 000 qui étaient destinés uniquement à son bénéfice, sans aucune condition ni obligation envers quiconque. « Ça va ?» demanda Linda. Miles leva les yeux, réalisant qu'il était resté silencieux pendant plusieurs minutes. Elle ne t'avait jamais parlé du deuxième compte. Jamais. Je pensais que le testament couvrait tous ses biens. Elle le protégeait de la contestation testamentaire. Si Taran avait su qu'il y avait de l'argent supplémentaire, elle se serait battue pour cela aussi. Probablement. Kendra anticipait toujours 3 coups. Miles plia la lettre et la remit dans l'enveloppe. Pendant 1 an, il avait cru que ses actions étaient guidées par sa propre morale et son respect pour la mémoire de Kendra. Il apprenait maintenant qu'elle avait orchestré son rétablissement depuis le début,
anticipant ses besoins et y pourvoyant avec la même attention qu'elle avait montrée tout au long de leur relation. La révélation aurait dû paraître manipulatrice, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme de l'amour, celui qui anticipe, qui envisage les conséquences et qui fait passer le bien-être d'autrui avant sa propre convenance. « Que vas-tu faire » demanda Linda. Miles se leva de la table de conférence et regarda les montagnes visibles au loin. Le printemps arrivait dans le sud de l'Oregon, apportant des jours plus longs et la promesse d'une nouvelle croissance après un hiver rigoureux. « Je vais appeler la banque à Portland, dit-il, et ensuite je rentre à la maison. » Voilà. Le soir, Miles était assis sur son porche, la lettre de Kendra sur les genoux, écoutant la rivière couler dans l'obscurité. Le contact avec la banque de Portland avait confirmé tout, 200 000 $ détenus en fiducie depuis plus de 10 ans, augmentant régulièrement grâce à des placements prudents. Attendant le jour où il en aurait le plus besoin, Kendra avait planifié sa convalescence avant même de savoir qu'il était blessé. Il repensait à l'année écoulée et au choix qu'il avait fait. La fondation qui aidait les gens de la région. L'atelier où il créait des œuvres d'art fonctionnelles à partir de métal brut. La maison tranquille au bord de la rivière, où il avait appris à se sentir bien dans sa propre compagnie. Tout cela avait été possible parce qu'une vieille femme avait décelé en lui quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. L'argent resterait intact pour l'instant. Il avait tout ce dont il avait besoin, et le compte pourrait continuer à fructifier jusqu'à ce qu'un objectif futur se révèle. Peut-être qu'il élargirait la portée de la fondation. Peut-être qu'il voyagerait et découvrirait des régions du monde dont il n'avait que lu. Peut-être trouverait-il quelqu'un avec qui partager sa vie, quelqu'un qui appréciait la force tranquille et n'avait pas besoin de performances émotionnelles constantes. Ou peut-être continuerait-il simplement à bâtir la vie qu'il avait commencé à découvrir dans les cendres de son mariage, une vie définie par un travail honnête, des relations sincères et le genre d'intégrité qui lui valait la confiance de personnes comme Kendra Morrow. Il plia la lettre et entra, impatient de commencer le travail du lendemain à l'atelier. Il y avait des portes à construire, des commandes à exécuter et une fondation point une mission à gérer. Un travail simple, honnête, un travail qui rendait le monde un peu meilleur. Miles éteignit la lumière du porche et se dirigea vers son lit, n'ayant plus peur de l'obscurité ni de ce qu'elle pouvait cacher. Il avait appris à se fier à son instinct, à privilégier la loyauté à la commodité et à construire une vie capable de résister à toutes les tempêtes. Le lendemain matin, il se remettait à ses occupations. Défensive de Taran. La familiarité confortable de Raylan. 3 semaines. Il démarra le moteur et rentra chez lui. La radio diffusait une chanson country sur les cœurs brisés et les promesses non tenues. Miles l'éteignit et conduisit en silence. Les essuie-glaces battaient un rythme régulier contre la bruine d'orgue. Le cabinet d'avocats de Linda Everhart occupait le 2e étage d'une maison victorienne restaurée sur Main Street. 2 jours après les funérailles, Miles gravit l'étroit escalier en bois, ses bottes de travail résonnant dans le couloir silencieux. Les murs étaient tapissés de vieilles photographies des familles fondatrices d'Ashlyn, leurs visages sévères le regardant passer. La secrétaire de Linda, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, lui fit signe de se diriger vers la salle de conférence. « On vous attend, monsieur Caton. » À l'intérieur, Taran était assis au fond de la salle. Une table en chêne poli. Le porte-bébé à côté de sa chaise. Elle changea sa couche quelques instants avant l'arrivée de Miles. L'odeur du talc flottait encore dans l'air. Raylan était assis en face d'elle, vêtu d'une chemise boutonnée qui semblait neuve, probablement achetée pour l'occasion. Son jean habituel avait été remplacé par un pantalon kaki avec un pli prononcé sur le devant. Linda Everhart entra avec une chemise en papier craft remplie de documents. C'était une femme qui avait exercé le droit pendant 25 ans dans une petite ville, ce qui signifiait qu'elle avait vu tous les types de drames familiaux au moins 2 fois. Son tailleur gris était impeccable, sa poignée de main ferme, son sourire professionnel mais chaleureux. « Merci à tous d'être venus, » dit Linda en s'installant sur sa chaise en bout de table. « Avant de commencer, je tiens à vous présenter mes condoléances. Kendra n'était pas seulement une cliente, mais une amie. Sa perte est ressentie par tous ceux qui la connaissaient. » Miles hocha la tête. Taran s'essuya les yeux avec un mouchoir, même s'il lui semblait sec. « Maintenant, » continua Linda en ouvrant la chemise. Le testament de Kendra est clair dans ses termes, mais significatif dans ses implications. Elle était très précise dans ses volontés. Taran se pencha légèrement en avant. Elle était la fille unique de Kendra, née tard après des années d'efforts. La maison du boulevard Siskiyou, la pension universitaire,
le compte d'épargne qui avait grossi au fil des décennies de vie prudente. Tout le monde pensait que tout lui reviendrait, y compris Raylan, assis avec la confiance d'un homme qui vient de gagner à la loterie. Linda sortit le testament, un document relié et sans fondement juridique. Kendra y apporta plusieurs modifications au cours de l'année écoulée. La version finale fut signée 6 semaines avant sa mort. 6 semaines. Miles se souvenait de ce jour. Kendra l'avait appelé au magasin pour lui demander s'il pouvait la conduire en ville pour un rendez-vous. Elle était fatiguée par la chimiothérapie, mais insistait sur le fait qu'elle avait des affaires à régler. Il avait attendu dans le camion devant le cabinet d'avocat pendant qu'elle y passait 2 heures. Le principal bénéficiaire, poursuivit Linda d'une voix ferme, est Miles Keaton. Ces mots frappèrent la pièce avec une force physique. Le mouchoir de Taran vola jusqu'à la table. La bouche de Raylan s'ouvrit légèrement, puis se referma. Le bébé s'agita dans son porte-bébé, émettant de petits sons que personne ne semblait entendre. « Je suis désolé, quoi ?» La voix de Taran se brisa. Linda regarda Miles droit dans les yeux. « Kendra t'a tout légué, Miles. La maison, tous les biens financiers, les biens personnels. » Un legs est accompagné d'instructions spécifiques. Elle sortit une enveloppe scellée et la tendit par-dessus la table. Miles la fixa, son nom écrit de la main soignée de Kendra. « Ce n'est pas possible, » dit Terence en élevant la voix. « Je suis sa fille, son unique enfant. » « Elle ne le ferait pas, Taran, s'il te plaît, laisse-moi finir. » Le ton de Linda resta professionnel, mais il était ferme. Kendra était très précise dans son raisonnement. Elle joignit une lettre expliquant sa décision. Linda ouvrit une seconde enveloppe et commença à lire. « À ceux qui étaient présents à la lecture de mon testament, Miles, si vous entendez ceci, j'espère que vous êtes toujours intègre. Montrez-moi plus de loyauté et une attention sincère en 4 ans, plus que la plupart des gens en toute une vie. Taran, je sais pour Raylan. Je connais ton plan. Je t'ai vu me mentir au visage et essayer de me prendre pour un imbécile. Je ne suis pas un imbécile, et je ne l'ai jamais été. Cet héritage était destiné à quelqu'un en qui j'avais confiance pour l'utiliser à bon escient, pas à quelqu'un qui troquerait sa loyauté familiale contre un gain personnel. » Taran se leva d'un bond, sa chaise raclant le parquet. « C'est impossible. Maman, elle ne pouvait pas savoir. » « Elle en savait beaucoup, » dit calmement Linda, y compris qu'elle avait fait installer des caméras de sécurité chez elle 6 semaines avant sa mort. « Elle a eu des soupçons en remarquant des changements dans ton comportement lors de tes visites. »« Quel genre de changement ?» demanda Miles, même si une partie de lui le savait déjà. Des appels téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement dès qu'elle entrait dans la pièce. Des conversations à voix basse dans son jardin. Une voix d'homme qu'elle ne reconnaissait pas, venant de la chambre de Taran lors de ses nuitées. Raylan était devenu pâle. « Je n'allais jamais chez elle. »« En fait, tu y allais. 3 fois le mois précédent. » À la mort de Kendra, le système de sécurité enregistrait la plaque d'immatriculation de votre voiture à chaque fois. La voix de Linda ne contenait aucune accusation, juste des faits présentés avec la précision de quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur la preuve. Taran attrapa le bord de la table. « Je veux voir le testament. Je veux voir chaque signature de témoin, chaque notariation. » Linda fit glisser le document sur la table. Les mains de Taran tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages. Son regard scrutait le texte juridique, cherchant une faille qui invaliderait tout. Mais il n'y en avait pas. Miles le devina à son expression. Kendra avait été minutieuse. « C'est de la folie, » murmura Taran. Elle prenait des analgésiques. Elle n'avait pas les idées claires. On peut contester cela. Pour quel motif, demanda Linda. La capacité mentale de Kendra avait été certifiée par son médecin 2 jours avant qu'elle ne signe ce testament. La lettre du docteur Morrison est jointe au dossier, affirmant que malgré son état physique, ses capacités cognitives étaient restées affûtées jusqu'à la fin. Miles ouvrit l'enveloppe qui lui était adressée. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. L'écriture de Kendra. « Miles, tu ne t'attendais probablement pas à ça, mais j'espère que tu comprends. Je te vois cumuler 2 boulots pour faire tourner la maison pendant que Taran poursuivait son activité de thérapeute. Je t'ai vu me conduire à des rendez-vous, réparer ma clôture et m'écouter me plaindre du monde sans jamais rien demander en retour. C'est ça, le caractère. C'est ce que je veux que mon héritage soutienne. Fais en bon usage. Fais confiance à ton instinct.
Et ne laisse personne te dire que la loyauté est une faiblesse. Kendra, le bébé se mit à pleurer. Une baleine ténue qui emplissait la pièce silencieuse. Taran tendit la main vers le porte-bébé, mais ses mains tremblaient trop pour défaire les sangles. « Laisse-moi » dit Raylan en se levant pour l'aider. « Ne le touche pas » s'exclama Taran. Les 3 mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de sens. Raylan recula, le visage rouge. Miles observa l'échange, les pièces d'un puzzle s'emboîtant. « Taran » dit Miles doucement. « Tu veux quelque chose ? Tu veux me le dire ?» Elle le regarda par-dessus la table, le bébé pleurant dans ses bras, son avenir s'effondrant autour d'elle. L'espace d'un instant, son masque glissa et il vit la vraie personne en dessous, effrayée, désespérée, prise dans une toile qu'elle avait elle-même créée. « On devrait y aller » dit-elle à la place. Linda s'éclaircit la gorge. « Il y a des papiers à signer, Miles. Des documents de virement, des autorisations bancaires. Cela prendra du temps à finaliser, mais le testament est clair et juridiquement contraignant. » Miles hocha la tête, fixant toujours sa femme. « Depuis combien de temps le sais-tu » La question était pour Taran, mais Linda répondit. « Kendra m'a appelé pour la première fois pour changer son testament il y a 8 semaines. Elle a découvert des choses qui la préoccupent. » « Quelles choses ?» Des SMS sur une facture de téléphone. Des frais de carte de crédit dans des restaurants qu'elle n'avait jamais fréquentés. Un courrier réexpédié d'une clinique qu'elle n'avait jamais visitée. Chaque détail lui semblait un clou dans un cercueil. Miles regarda le bébé dans les bras de Taran, bleu pâle, les yeux désormais ouverts et fixes, ses cheveux noirs qui lui rappelaient quelqu'un qu'il n'arrivait pas à identifier. Jusqu'à ce qu'il y parvienne. « Seigneur » murmura-t-il. Miles rentra chez lui sous la bruine de fin d'après-midi, les mains agrippées au volant si fort que ses jointures étaient blanches. Les essuie-glaces battaient leur rythme régulier, mais il voyait à peine la route devant lui. Son esprit revenait sans cesse aux yeux bleus pâles du bébé. La posture défensive de Taran, la rougeur de gêne de Raylan lorsqu'elle lui avait lancé des mots secs qui ne le touchent pas. La maison se trouvait au bout d'une allée de gravier, un modeste 2 pièces que Miles avait acheté avant le mariage avec l'argent économisé de ses années de pompier. Il avait quitté l'appartement après qu'un incendie dans un entrepôt avait failli le tuer, lui et 2 autres hommes, troquant l'adrénaline et les horaires imprévisibles contre le rythme soutenu du travail du métal. L'atelier de soudure derrière la maison leur procurait suffisamment de revenus pour vivre confortablement, sans pour autant être riches. La voiture de Dohan était déjà garée dans l'allée. Elle était arrivée avant lui et était probablement à l'intérieur, préparant sa défense ou cherchant comment s'expliquer la journée. Miles resta assis dans son pick-up quelques minutes, contemplant la maison qu'ils partageaient depuis 4 ans. Se demandant quelle part de leur vie commune avait été bâtie sur des mensonges. Il la trouva dans le salon, faisant les 100 pas devant la cheminée, tandis que le bébé dormait dans son porte-bébé sur le canapé. Elle avait troqué sa robe de deuil pour un jean et un pull, les cheveux lâchés sur les épaules. Elle paraissait plus jeune ainsi, plus proche de la femme dont il était tombé amoureux. « Il faut qu'on parle » dit Miles en fermant la porte d'entrée derrière lui. « À propos de quoi ?» De la façon dont ma mère a perdu la tête dans ces dernières semaines. De la façon dont elle a décidé de détruire sa propre famille par une sorte de délire paranoïaque. À propos du bébé, Taran s'arrêta de faire les 100 pas. Et lui ? Est-il à moi ? La question atterrit entre eux comme une pierre tombée. Taran le fixa, la bouche ouverte et fermée sans un bruit. Dehors, le vent se leva, faisant trembler les fenêtres dans leurs encadrements. Miles, oui ou non, Taran ? Est-ce que ce bébé est à moi ? Elle regarda le nourrisson dormir sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. Lorsqu'elle se tourna vers Miles, ses yeux brillaient de larmes. C'est compliqué. Non, ce n'est pas ça. Soit je suis le père, soit je ne le suis pas. Lequel ? Les larmes coulèrent sur ses joues. Tu es toujours si distante. Tu travailles tout le temps, tu ne parles jamais de tes sentiments. Jamais. Ce n'est pas une réponse. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui ne te dit jamais ce qu'il pense, qui rentre à la maison couvert de graisse et il prononça à peine 10 mots de la soirée. Miles sentit un pincement au cœur. Depuis combien de temps ? Quoi ? Depuis combien de temps couches-tu avec Raylan ? Taran s'affaissa dans le fauteuil en face de lui, le visage décomposé. 14 mois. 14 mois. Miles fit le calcul.
Le bébé avait 3 semaines. 9 mois plus tôt, la conception serait au cœur de la liaison de Taran. Et tu comptais me quitter après avoir reçu l'héritage de Kendra. Ce n'était pas une question. Les pièces du puzzle s'assemblaient trop bien pour qu'il n'y ait aucun doute. Elle était censée me laisser tout. Taran murmura, je suis sa fille, son unique enfant. On avait des projets. Raylan et moi, on allait déménager à Portland. Prendre un nouveau départ. L'argent nous aurait donné des options. Miles s'approcha de la fenêtre et contempla son atelier. Il l'avait construit en grande partie lui-même, posant les fondations en béton, montant les murs, installant l'électricité. C'était le seul endroit au monde où il se sentait totalement maître de la situation, où les problèmes avaient des solutions claires et où le travail honnête produisait des résultats visibles. Où étais-tu il y a 3 semaines quand tu as dit que tu aidais une amie à l'hôpital, en train d'accoucher de l'enfant d'un autre homme? Le silence de Terran lui suffisait. Miles se détourna de la fenêtre. Pourquoi n'as-tu pas simplement demandé le divorce? Parce qu'alors j'aurais dû tout partager avec toi. La maison, nos économies, tout. Et si maman me léguait son argent, tu aurais aussi droit à la moitié. Le calcul était d'une froideur stupéfiante. Elle avait prévu de l'utiliser comme couverture, de maintenir la façade d'un mariage heureux pour éloigner les soupçons de Kendra, puis de disparaître avec l'héritage et son amant une fois le testament lu. Mais elle a compris. Elle est devenue paranoïaque dans ces derniers mois. Elle a commencé à poser des questions bizarres. Des questions, elle voulait savoir où j'étais tout le temps, à qui je parlais au téléphone. J'aurais dû me rendre compte qu'elle me faisait suivre. Elle ne vous faisait pas suivre. Elle était attentive. Quelque chose que vous ne lui aviez jamais reconnu. Le bébé s'agita sur le canapé, émettant de légers sons. Miles regarda l'enfant, le fils d'un autre homme, que sa femme était prête à faire passer pour le sien si nécessaire. Comment s'appelle-t-il? Connor, et Raylan sait qu'il est le père. Bien sûr qu'il le sait. Miles hocha lentement la tête. La dernière pièce du puzzle s'était mise en place. C'est pour ça qu'il était si à l'aise aux funérailles. Il n'était pas seulement là en tant qu'ami. Il était là en tant que père de votre enfant, Miles. Je sais que ça a l'air mal. Ça ressemble exactement à ce que c'est. Une trahison calculée. Il se dirigea vers la porte d'entrée, attrapant ses clés sur le crochet près de l'entrée. Où vas-tu? Dehors. Quand reviendras-tu? Miles marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Je ne sais pas. Il conduisit jusqu'à chez Kellen, en périphérie de la ville. Son cousin vivait dans une caravane double, au milieu des pièces détachées automobiles et des projets en cours de finition. Kellen Drake avait 2 ans de moins que Miles, un corps de briques, les bras couverts de tatouages et une personnalité qui n'avait jamais rencontré de problème qu'une action directe ne puisse résoudre. Kellen était sous le capot d'une Camaro lorsque Miles a allumé sa lampe de travail, projetant des ombres crues sur le compartiment moteur. J'ai pensé que tu pourrais passer ici, dit Kellen sans lever les yeux. Ouais, j'ai entendu parler de la lecture du testament. Une petite ville, tu sais. Miles s'appuya contre l'aile de la voiture. Que as-tu entendu? Que Taran s'est fait virer et que tu as tout hérité. J'ai aussi entendu des spéculations intéressantes sur le bébé qu'elle trimballe. Kellen se redressa et s'essuya les mains avec un chiffon. Il avait de la graisse sous les ongles et des taches d'huile moteur sur sa salopette, mais son regard était vif et concentré. Alors, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un plan? Parce que tu es toi. Toi. Ne fais rien sans y avoir bien réfléchi. Kellen jeta le chiffon sur son établi. En plus, tu as ce regard. Quel regard? Le même que tu avais avant d'entrer dans cet entrepôt en feu qui a failli te tuer. Déterminé. Dangereux. Miles resta silencieux un instant, observant Kellen ranger ses outils avec une précision méthodique. Son cousin avait abandonné le lycée, mais possédait une compréhension intuitive des systèmes mécaniques qui confinaient au génie. Il pouvait diagnostiquer les problèmes de moteur grâce au bruit, reconstruire les transmissions les yeux bandés et n'avait jamais rencontré de voiture qu'il ne puisse réparer. Il n'avait également jamais connu de trahison impardonnable, ce qui faisait de lui l'exact opposé de Miles. Elle a tout planifié, dit finalement Miles. La liaison, la grossesse, me garder près d'elle comme couverture jusqu'à ce qu'elle puisse récupérer l'héritage. Ensuite, elle allait disparaître avec Raylan et repartir de zéro à Portland. Kellen hocha lentement la tête.
Mais la vieille dame était plus futée qu'on ne le pensait. Kendra l'avait vu clair. Elle avait installé des caméras de sécurité, surveillé les débits de cartes de crédit, et avait même le téléphone de Taran. Dossier retiré. Elle savait tout. Et maintenant? Miles leva les yeux vers les étoiles à peine visibles à travers les nuages de l'Oregon. Maintenant, je comprends ce que Kendra voulait que je fasse de ce qu'elle m'avait laissé. Et Taran fit son choix. Miles passa la matinée suivante au bureau de Linda Everhart à signer les papiers qui transféraient la propriété légale de l'ensemble du patrimoine de Kendra à son nom. La maison de Siskiyou Boulevard, les comptes de placement, les prestations de retraite, tout lui appartenait désormais, avec la responsabilité de bien le gérer. Point. La salle de conférence de Linda sentait le café et le vieux cuir. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des nuages de poussière qui dansaient au-dessus des documents éparpillés. Chaque signature lui semblait un petit acte de rébellion contre la vie que Taran avait prévue pour lui. La valeur totale s'élève à environ 460 000 $, dit Linda en faisant glisser une feuille récapitulative sur la table. La maison représente environ la moitié de cette somme, le reste étant réparti entre divers placements et comptes d'épargne. Miles étudia les chiffres. C'était plus d'argent qu'il n'aurait jamais imaginé, mais il avait l'impression une lourde responsabilité. Kendra lui avait confié l'œuvre de sa vie, son héritage. Il ne pouvait pas prendre cela à la légère. Il y a encore une chose, dit Linda en sortant une dernière enveloppe de son dossier. Kendra a laissé des instructions précises sur la marche à suivre si Taran contestait le testament. Elle va le contester. Elle l'a déjà fait. Elle a déposé les papiers hier après-midi, invoquant une manipulation émotionnelle et une diminution des capacités mentales. Miles a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec une liste de numéros de téléphone et de coordonnées. En haut, de la main de Kendra. Si elle se bat, utilisez-les. Quelles sont ses preuves? Kendra a passé ces dernières semaines à documenter tout ce qu'elle a découvert sur la liaison de Taran, relevés téléphoniques, relevés de cartes de crédit, images de caméras de surveillance, et même les témoignages de voisins qui ont vu la voiture de Raylan à la maison. La liste était longue. Un détective privé à Medford, un expert comptable judiciaire à Eugène, l'entreprise de sécurité qui avait installé les caméras de Kendra, et même un gérant du restaurant où Taran et Raylan se rencontraient depuis des mois. Elle a été minutieuse. Linda a dit que le concours n'aboutirait à rien, mais si Taran veut jouer dur, vous aurez plein de munitions. Miles a plié le papier et l'a glissé dans la poche de sa veste. J'ai une question à vous poser. En tant qu'avocat, pas seulement celui de Kendra, bien sûr. Si je voulais protéger ces actifs de toute réclamation future, que me recommanderiez-vous? Linda se renversa dans son fauteuil et l'observa. On parle d'une procédure de divorce? On parle de s'assurer que l'argent de Kendra aille là où elle le voulait, et non là où quelqu'un pense y avoir droit. Je vois. Linda nota une note sur son bloc-notes. Il y a plusieurs options. Une fiducie entre vifs protégerait les actifs de la plupart des réclamations. On pourrait aussi envisager des fondations caritatives, des fiducies éducatives, ce genre de choses. Combien de temps cela prendrait-il pour la mise en place? Quelques semaines pour la structure de base. Plus longtemps si vous voulez quelque chose de plus complexe. Miles hocha la tête. Allons-y, après avoir quitté le bureau de Linda, Miles se rendit au cabinet comptable Sienna Hawks, à l'autre bout de la ville. Sienna était une amie de lycée, l'une des rares personnes à comprendre sa décision de quitter les pompiers et de créer sa propre entreprise. Elle était intelligente, logique et avait bâti une pratique prospère en aidant les propriétaires de petites entreprises à s'y retrouver dans les complexités du droit fiscal et de la planification financière. Son bureau occupait le rez-de-chaussée d'une maison transformée près de l'université. Les murs étaient tapissés de certificats encadrés et de photos de randonnée dans les cascades. Sienna était assise derrière un bureau couvert de dossiers clients, ses cheveux blonds tirés en queue de cheval, ses lunettes de lecture sur le nez. « Miles » dit-elle en levant les yeux lorsqu'il entra. « J'ai entendu parler de Kendra. Je suis désolé. Merci. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Bien sûr. Que se passe-t-il? Miles s'assit en face de son bureau. Taran conteste le testament de Kendra. Je veux m'assurer que les biens soient protégés, quelle que soit l'issue de la procédure. Sienna posa son stylo et lui accorda toute son attention. À quel point sommes-nous protégés? Complètement. Je ne veux pas qu'elle perçoive un centime de l'argent de Kendra,
quelle que soit la manœuvre juridique qu'elle tentera. C'est agressif. Êtes-vous sûr de vouloir emprunter cette voie? Miles pensa au bébé aux yeux bleus pâles, à 14 mois de mensonges, à des projets élaborés en secret pendant qu'il s'efforçait de soutenir un mariage qui avait été rompu à son insu. Oui. D'accord, laissez-moi passer quelques coups de fil. Il existe des moyens de structurer les choses qui rendraient très difficile pour quiconque de réclamer une part de la succession. Sienna sortit un bloc-notes vierge. Et la maison dans laquelle vous vivez? Celle que vous possédiez avant votre mariage? Qu'en pensez-vous? Si vous finissez par divorcer, elle aura droit à la moitié de sa valeur, à moins que vous ne prouviez qu'elle doit rester un bien propre. Miles n'avait pas envisagé cet angle. La maison était la sienne, achetée et payée avec l'argent qu'il avait gagné avant de rencontrer Taran. Mais 4 ans de mariage auraient pu changer son statut juridique. Pouvons-nous arranger ça? Peut-être. Cela dépend du capital accumulé pendant le mariage, de l'utilisation des fonds du mariage pour des améliorations, ce genre de choses. Sienna prit d'autres notes. Je vais devoir examiner vos dossiers financiers depuis le mariage. Je vous les ferai parvenir, Miles. La voix de Sienna exprimait une pointe d'inquiétude. Es-tu sûr de vouloir te battre? Parfois, il est plus facile de négocier, de partager les choses et de passer à autre chose. Elle ne voulait rien partager. Elle voulait tout. Mais c'était avant. Avant quoi? Avant de se faire prendre. Miles se leva de sa chaise. Elle avait fait son choix, Sienna. Maintenant, elle doit vivre avec. Cet après-midi-là, Miles se rendit à son atelier et trouva Kellen qui l'attendait près du quai de chargement. Son cousin avait fait le ménage depuis la veille. Vêtements de travail propres, cheveux peignés, bottes qui n'avaient pas vu l'intérieur d'un compartiment moteur depuis au moins une semaine. J'ai entendu dire que tu aurais besoin de renfort, dit Kellen. De qui? Raylan est passé chez toi ce matin. Taran n'était pas là, mais il fouillait l'atelier en regardant par les fenêtres. Miles sentit sa mâchoire se serrer. Que as-tu fait? Rien de dramatique. Je passais juste par hasard quand j'ai vu sa voiture dans ton allée. Il s'est arrêté pour voir si tu avais besoin d'aide, et il s'est soudain rappelé qu'il devait aller ailleurs. Kellen avait le don d'intimider sans hausser le ton ni menacer. Sa taille et son attitude amenaient les gens intelligents à reconsidérer leurs actions. Il disait ce qu'il voulait, il vous cherchait. Il avait envie de discuter pour trouver une solution. Kellen cracha dans le gravier. Que des conneries, à mon avis. Miles déverrouilla la porte de l'atelier et entra. Les odeurs familières de métal et de flux de soudure l'accueillirent, ainsi que la vue de projets à divers stades d'avancement. Un portail en fer forgé pour le palais de justice. Des grilles décoratives pour une chambre d'hôte en centre-ville. Un travail simple et honnête aux résultats prévisibles. Vous pensez qu'il reviendra? Probablement. Les types comme ça n'abandonnent pas facilement, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Miles alluma son ordinateur et commença à extraire les relevés financiers des 4 dernières années. Relevés bancaires, déclarations d'impôts, reçus de chaque achat important ou rénovation apportée à la maison. Si Sienna voulait bâtir une forteresse juridique autour de ses biens, elle aurait besoin de documents pour chaque brique. Son téléphone sonna pendant qu'il imprimait ses relevés bancaires. Le numéro de Taran apparut sur l'afficheur. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. « Je t'écoute, pas au téléphone. Tu peux rentrer ? Je suis à la maison. Je suis à l'atelier. Miles, s'il te plaît. C'est important. » Il parcourut l'atelier du regard, son domaine, son refuge, l'endroit où les problèmes avaient des solutions claires et où le travail honnête produisait des résultats visibles. Puis il pensa à la maison au bout de l'allée de gravier, où sa femme l'attendait avec l'enfant d'un autre homme et des explications qui ne suffiraient jamais. « Je serai là dans 10 minutes. » Il trouva Taran dans la cuisine, assise à table, une tasse de café qui refroidissait devant elle. Elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son maquillage avait coulé. Le porte-bébé était posé sur le comptoir à proximité. Connor dormait paisiblement malgré la tension ambiante. « Merci d'être venu, dit-elle. Miles resta debout. « De quoi veux-tu parler? De régler ça? De trouver un moyen d'arranger les choses? De trouver une solution? De notre mariage, de cette situation avec le testament, de tout. » Taran a enroulé ses mains autour de sa tasse de café, cherchant de la chaleur. « Je sais que j'ai fait des erreurs.
Des erreurs? Miles la regardait. Tu as eu une liaison pendant plus d'1 an, tu es tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme et tu as prévu de me voler à l'aveugle après avoir obtenu l'héritage de ta mère. Ce sont des erreurs, Taran. C'est un schéma délibéré. De trahison. J'étais confus, malheureux. Tu n'étais jamais là. Jamais. Je travaillais pour nous soutenir, tous les deux, mais tu n'étais jamais présent, même quand tu étais à la maison. Savez-vous à quel point cela se sentait seul? Miles observait le visage de sa femme pendant qu'elle parlait, à la recherche d'un signe de remords sincère, d'une indication qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Ignorant sa propre boussole morale. Alors, vous avez décidé de le faire. Avoir une liaison. J'ai décidé de trouver quelqu'un qui voulait vraiment passer du temps avec moi et tomber enceinte. Ce n'était pas prévu, mais vous aviez prévu de faire passer le bébé pour le mien s'il le fallait. Le silence de Taran confirma ses soupçons. Que espérez-vous trouver exactement? Demanda Miles. Je pense que nous devrions rester mariés pour le moment jusqu'à ce que la situation d'héritage soit résolue et que nous puissions trouver un moyen de répartir les choses équitablement. L'audace de la proposition lui coupa le souffle. Elle voulait maintenir leur mariage comme bouclier juridique pendant qu'elle se battait pour l'argent de Kendra, préservant ainsi ses droits sur la moitié de tout ce qu'il possédait. Non, Miles, sois pratique. Un divorce maintenant serait compliqué pour nous deux si nous attendons. J'ai dit, non, vous n'y avez même pas réfléchi. La réponse est non. Taran s'est levé de table, son sang-froid s'est finalement brisé. Très bien, alors je me battrai pour chaque centime. La maison, les affaires, tout ce que maman vous a laissé. Je ferai en sorte que vous n'en profitiez pas. Bonne chance. Détruire Miles est arrivé socialement 3 jours plus tard sous la forme d'une publication sur Facebook qui est apparue sur son profil à 2 heures du matin. Après beaucoup d'introspection, j'ai décidé de partager quelque chose de personnel. Miles et moi nous séparons. J'ai essayé de garder nos problèmes privés, mais je ne peux plus garder le silence sur la violence émotionnelle et le comportement de contrôle. À tous ceux qui se sont déjà sentis piégés dans une relation où ils ne pouvaient pas être eux-mêmes, sachez que vous n'êtes pas seuls. Des dizaines de commentaires et de partages. Les amis de Taran de son cabinet de thérapie se sont ralliés à elle avec des messages de soutien sur les survivants courageux et les relations toxiques. D'anciens clients qui l'avaient trouvé utile ont fait l'éloge de son courage. Le récit s'est propagé à travers l'écosystème des médias sociaux d'Ashlyn comme une traînée de poudre. Miles Keaton, un ouvrier métallurgiste discret, était un agresseur émotionnel qui avait finalement été dénoncé. Miles a entendu parler du message grâce à Sienna, qui l'a appelé alors qu'il soudait une porte pour le parc de la ville. Avez-vous vu ce qu'elle met en ligne? Je ne fais pas les réseaux sociaux. Eh bien, elle le fait. Et elle te décrit comme une sorte de monstre. Miles posa sa torche de soudage et ôta son casque. Que dit-elle? Violence émotionnelle, comportement contrôlant. Elle partage des articles sur les partenaires narcissiques et les techniques de gaslighting. Ses amis en mangent et vous le croyez? Bien sûr que non. Mais d'autres personnes pourraient le faire. Cela pourrait affecter votre entreprise. Miles, il redoutait cette possibilité. Ashland était une petite ville où la réputation comptait. Si suffisamment de gens croyaient à la version de Taran selon les événements, ces contrats de soudage pourraient se tarir du jour au lendemain. Le travail sur mesure qui constituait l'épine dorsale de son entreprise provenait de références et de recommandations de bouche à oreille. Que penses-tu que je devrais faire? Riposter avec des faits. Vous avez de la documentation sur tout, l'affaire, la planification, l'enquête de Kendra. Les gens ont besoin de voir la vérité. Cet après-midi-là, Miles s'est rendu au bureau de Linda Everhart avec une boîte de preuves que Kendra avait rassemblée. Relevé bancaire indiquant les frais dans les restaurants et les hôtels. Des reçus de cartes de crédit provenant d'achats que Miles n'avait jamais effectués. Enregistrement de messages textes révélant la chronologie de la relation de Taran avec Raylan. Même des photos des caméras de sécurité montrant Raylan entrant et sortant de la maison de Kendra lors de visites alors que Taran prétendait être seul. C'est complet, a déclaré Linda en étalant les documents sur sa table de conférence. Kendra a vraiment fait ses devoirs. Pouvons-nous l'utiliser au tribunal? Absolument. Devant un tribunal de l'opinion publique? Cela dépend jusqu'où vous voulez pousser cela. Miles étudia les photos de Raylan se faufilant dans le jardin de Kendra comme un adolescent se cachant de ses parents. Jusqu'où?
Nous pourrions en libérer juste assez pour jeter le doute sur le récit de Tarrant. Montrer qu'elle n'est pas la victime innocente qu'elle prétend être. Faites-le. Le communiqué de presse de Linda a été diffusé le lendemain matin par le journal local et la station de radio. Il a été rédigé avec soin, se concentrant sur des faits plutôt que sur des accusations. En réponse aux récentes déclarations publiques concernant le mariage de Caton, nous souhaitons clarifier plusieurs points de notoriété publique. Madame Caton a déposé une contestation affirmant que sa défunte mère, Kendra Morrow, était mentalement incompétente lorsqu'elle a révisé ses documents de planification successorale. Cependant, les dossiers médicaux confirment que les capacités cognitives de Madame Morrow sont restées intactes jusqu'à sa mort. De plus, la décision de Madame Morrow de la réviser était fondée sur des preuves documentées de comportement qui la préoccupaient quant au jugement et au caractère de sa fille. Ces preuves comprennent des dossiers financiers, des images de sécurité et des déclarations de témoins qui seront présentées au tribunal si nécessaire. Le communiqué ne mentionnait pas explicitement l'affaire ni la paternité du bébé, mais semait le doute. Si Tarrant mentait à propos du concours testamentaire, sur quoi d'autres pourraient-elles mentir? La réponse a été rapide. Dans l'après-midi, Tarrant avait publié un suivi sur Facebook accusant Miles de harcèlement et de blâme des victimes. Elle a partagé des articles sur la façon dont les partenaires violents exercent souvent des représailles contre les survivants qui s'expriment. Elle a posté des photos d'elle-même, l'air vulnérable et triste, tenant bébé Connor comme si elle cherchait à se protéger d'une menace non précisée. Mais des fissures ont commencé à apparaître dans son réseau de soutien. Les gens qui connaissaient Kendra ont commencé à se demander pourquoi l'ancien doyen respectif avait retiré sa fille unique de son testament. Les voisins qui se souvenaient avoir vu la voiture de Raylan chez les Caton à des heures impaires ont commencé à partager leurs observations. Le récit soigné de la violence psychologique a commencé à s'effilocher à mesure que des détails plus complexes apparaissaient. Le tournant est survenu lorsque Raylan a commis une erreur. Il était resté en dehors de la bataille publique, laissant Tarrant porter le drapeau de leur cause. Mais alors que les questions se multipliaient et que son rôle dans la situation devenait plus difficile à cacher, il a décidé de prendre la parole. Sa déclaration est apparue sur sa propre page Facebook 3 jours après le communiqué de presse de Linda. J'ai vu une bonne femme se faire attaquer pour avoir eu le courage de sortir d'une mauvaise situation. Tarrant Keaton est l'un des plus forts des gens que je connais. Elle mérite du soutien, pas du jugement. Certains d'entre nous connaissent la véritable histoire de ce qui s'est passé dans cette maison. Le message visait clairement à rallier davantage de soutien à Tarrant tout en se positionnant comme un ami fidèle. Au lieu de cela a soulevé de nouvelles questions sur son implication dans la situation. Comment savait-il exactement ce qui s'était passé dans la maison de Miles et Tarrant? Pourquoi était-il si investi émotionnellement dans l'issue de leur mariage? Miles était à son atelier lorsqu'Hélène arriva avec une copie du message de Raylan. Ce type n'est pas très intelligent, n'est-ce pas? Miles a lu la déclaration 2 fois. Non, il ne l'est pas. On dirait qu'il prétend être témoin de ces abus présumés, ce qui serait intéressant puisque je n'ai jamais rencontré l'homme plus de 5 fois avant les funérailles, mais il semble tout savoir sur votre vie privée. L'implication était claire. Si Raylan connaissait des détails intimes sur le mariage de Caton, c'était parce qu'il avait eu une liaison avec la moitié du couple. L'histoire a fait la une de l'Ashlyn Tribune le lendemain matin. Un concours compliqué par des allégations de liaison. À midi, la publication Facebook de Tarrant avait été supprimée. L'audience du tribunal visant à rejeter la contestation du testament de Tarrant a eu lieu un mardi matin début novembre. La juge Patricia Walsh présidait derrière un lourd banc en chêne qui avait été installé lors de la construction du palais de justice en 1927. C'était une femme d'une 60aine d'années qui avait pratiqué le droit de la famille pendant 30 ans avant d'accepter d'être nommée à la magistrature, ce qui signifiait qu'elle avait vu toutes les variations d'avidité et de trahison que l'argent pouvait inspirer. Tarrant était assise à la table de la plaignante avec son avocat, un jeune homme de Medford spécialisé dans les litiges successoraux. Elle portait un costume noir conservateur et ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère qui lui faisait paraître plus âgée et plus sérieuse. Connor n'était pas avec elle. Elle avait apparemment décidé qu'amener un bébé au tribunal pourrait soulever des questions inconfortables sur sa paternité. Miles était assis avec Linda à la table de l'accusé, entouré de boîtes de preuves que Kendra avait rassemblées. Les images de sécurité, les dossiers financiers, les déclarations des témoins et les documents médicaux sur les compétences mentales de Kendra ont dressé le portrait clair d'une femme à l'esprit vif qui a découvert la trahison de sa fille et a agi en conséquence lorsque l'avocat de Tarrant a présenté son cas en premier, arguant que Kendra avait été indûment influencée par le chagrin et les médicaments pour changer son testament en faveur de son gendre.
Il a dépeint Miles comme un personnage manipulateur qui avait profité de la vulnérabilité d'une femme âgée pour assurer sa fortune. Que c'était un récit convaincant, mais il s'est effondré sous l'examen minutieux du fait que la présentation de Linda était méthodique et dévastatrice. Elle a montré au tribunal le dossier médical, prouvant que les capacités cognitives de Kendra sont restées intactes jusqu'à sa mort. Elle a présenté les images de sécurité montrant les visites de Raylan à la maison de Kendra à des moments où Taran prétendait être seul avec sa mère. Elle a parcouru les dossiers financiers documentant les frais d'hôtel et de restaurant qui coïncidaient avec l'affaire de Taran. Mais la preuve la plus dommageable fut les propres paroles de Kendra enregistrées lors de sa consultation avec Linda, 6 semaines avant sa mort. Je sais ce qu'il prépare. J'ai vu les frais de carte de crédit, les relevés téléphoniques, les conversations nocturnes qui s'arrêtent lorsque j'entre dans la pièce. Ma fille pense que je suis un imbécile, mais je ne suis pas devenu doyen d'université en ignorant les preuves. Elle compte quitter Miles dès qu'elle aura mon argent. Elle l'utilise comme couverture pendant qu'elle mène sa liaison. Je ne récompenserai pas ce genre de comportement. La juge Walsh a écouté l'enregistrement 2 fois, son expression devenant plus sévère à chaque répétition. Lorsqu'elle a finalement parlé, sa voix portait le poids de 30 années passées à gérer des conflits familiaux. La preuve présentée démontre clairement que Madame Moreau possédait la pleine capacité mentale lorsqu'elle a révisé son testament. Plus important encore, sa décision était basée sur des faits documentés concernant le comportement de sa fille, et non sur des spéculations ou des influences extérieures. Le concours testamentaire est rejeté. Le marteau tomba avec un craquement aigu qui résonna dans toute la salle d'audience. L'avocat de Taran rassembla ses papiers et sa défaite tandis qu'elle était assise immobile à la table du plaignant, regardant ses mains. Miles n'a ressenti aucune satisfaction dans la victoire. Au contraire, l'audience au tribunal l'avait rendu encore plus triste face à toute la situation. Kendra avait passé ces dernières semaines à découvrir la trahison de sa fille au lieu de se concentrer sur son rétablissement. Taran avait abandonné sa relation avec sa mère et son mari pour une liaison avec un homme qui ne pouvait même pas subvenir à ses besoins. À l'extérieur du palais de justice, l'avocat de Taran a arrêté Miles près du parking. Mon client souhaite discuter des conditions de règlement de la procédure de divorce. Règlement, partage des biens, pension alimentaire pour conjoints, ce genre de choses. Nous pensons qu'il serait préférable de traiter cette question en privé plutôt que par le biais d'un litige. Miles regarda le parking où Taran se tenait à côté de sa voiture, ne ressemblant plus à la femme confiante qui avait déposé le concours W. Elle avait l'air vaincue, désespérée et très jeune. « Dites-lui d'appeler Linda, dit-il. » L'avocat lui a remis une carte de visite. « Nous pensons qu'il y a place à la négociation sur toutes les questions. » Je suis sûr que oui. Cet après-midi-là, Miles a reçu un appel téléphonique de Sienna avec des nouvelles qui ont fait pencher encore plus la balance des pouvoirs en sa faveur. Vous vous souvenez de la vérification des antécédents que j'ai effectuée sur Raylan? Vous avez effectué une vérification de vos antécédents? Bien sûr que je l'ai fait. On ne fait pas la guerre sans connaître ses ennemis. La voix de Sienna portait une note de satisfaction. Il s'avère que Monsieur V a des problèmes juridiques qu'il cache. Quel genre de problème? Mandat en suspens pour défaut de comparution suite à une accusation de conduite en état d'ébriété dans le comté de Jackson. Pension alimentaire impayée pour 2 enfants. Californie. Il doit plus de $30 000. Dans une enquête pour fraude à Portland qui est toujours active. Miles s'assit lourdement sur sa chaise de bureau. Épuisé. Il faisait partie d'un projet immobilier visant à attirer des investisseurs âgés grâce à leur épargne retraite. Rien de prouvé pour l'instant, mais le parquet le recherche depuis 6 mois. Et Taran n'est au courant de rien de tout cela. J'en doute. Les gars comme Raylan sont doués pour cacher leur passé jusqu'à ce qu'ils les rattrapent. Ce soir-là, Miles s'est rendu à la maison qu'il partageait avec Taran pour récupérer d'autres affaires. Il restait chez Kellen depuis la lecture du testament, dormait sur le canapé et essayait de comprendre à quoi ressemblerait sa nouvelle vie. La maison semblait différente maintenant, plus petite, plus sombre, entachée de souvenirs empoisonnés par la trahison. Il trouva Taran dans le salon assis sur le canapé avec Connor dormant sur ses genoux. Elle avait l'air épuisée, plus âgée que ses 33 ans, épuisée par des semaines de bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. Le juge a rejeté mon concours, a-t-elle déclaré sans lever les yeux. Je sais. L'avocat de maman a dit que tu voulais divorcer. Oui. Et la pension alimentaire pour époux? Miles s'assit sur la chaise en face d'elle, la même chaise où il l'avait confrontée à propos de la paternité du bébé quelques semaines plus tôt.
Et ça? Je n'ai nulle part où aller, Miles. Pas d'argent, pas de perspective d'emploi suffisamment rémunératrice pour subvenir aux besoins d'un bébé. J'ai besoin d'aide. Tu aurais dû y penser avant de commencer à planifier de me voler. Je ne l'étais pas. Oui, vous l'étiez. Vous l'avez admis. Taran ajusta Connor dans ses bras et le bébé bougea mais ne se réveilla pas. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais je suis toujours la mère d'un enfant qui a besoin de nourriture et d'un abri. L'enfant de Raylan, il ne peut pas aider. Il n'a pas d'argent. Miles ressentit un moment de véritable curiosité quant à ce que Taran savait de sa situation amoureuse. Que fait-il comme travail, conseil, promotion immobilière? Il est entre deux projets en ce moment, mais il est temporairement au chômage. Miles a décidé de ne pas mentionner les mandats d'arrêt en cours ou l'enquête pour fraude. Taran serait informé assez tôt des problèmes juridiques de Raylan, probablement lorsque la police l'aurait rattrapé. Je vous paierai $1000 par mois pendant 6 mois, a-t-il dit. Cela devrait vous donner le temps de trouver du travail et de comprendre votre situation de vie. $1000 ne couvriront même pas le loyer dans cette ville. Ensuite, vous devez trouver un endroit moins cher pour vivre. Miles, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais je ne suis pas en colère. Le mot le surprit alors qu'il le prononçait parce qu'il réalisait qu'ils étaient vrais. J'ai été en colère pendant environ une journée. Maintenant, j'ai juste fini. Taran le regarda, cherchant sur son visage une fissure dans son sang-froid. Un signe qu'elle pouvait encore atteindre l'homme qu'il avait autrefois suffisamment aimé pour l'épouser. Elle ne l'a pas trouvé. $6000 au total, payé sur 6 mois, a déclaré Miles en se levant de sa chaise. Après ça, tu es seul. Il se dirigea vers la chambre pour récupérer le reste de ses vêtements. Derrière lui, il entendit Taran se mettre à pleurer. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées lors de leur confrontation, mais les sanglots bruts et vaincus de quelqu'un qui avait enfin réalisé le coût total de ses choix. Miles ne ressentait aucune satisfaction face à sa douleur, mais il n'éprouvait aucune pitié non plus. Elle fit son lit avec un calcul délibéré. Elle pourrait désormais faire la queue 6 mois après la mort de Kendra. Miles se tenait sur le podium du centre communautaire Ashlyn et regardait une foule de 200 personnes rassemblées pour la cérémonie d'inauguration du fonds de sécurité Kendra Mora. La fondation avait été son idée construite avec l'argent de l'héritage que Taran avait essayé si durement de réclamer. Chaque dollar de l'héritage de Kendra était utilisé pour financer l'éducation sur la sécurité incendie et soutenir les brûlés dans tout l'Oregon, un mémorial vivant qui aiderait les gens pendant des générations. La communauté a suscité des conversations alors que les responsables locaux, les pompiers et les citoyens se mêlaient autour d'un café et faisaient don de pâtisserie. Miles portait son seul bon costume, le même noir qu'il avait porté aux funérailles de Kendra, mais il avait pris du poids au cours des derniers mois à cause de la cuisine de Sienna et n'avait plus l'air aussi creux sur les bords. La mère Patricia Hendricks a terminé son introduction et a fait un geste vers Miles. Mesdames et messieurs, le fondateur du Kinder Mororo Safety Fund, Miles Keaton. Des applaudissements épars ont rempli la salle alors que Miles se dirigeait vers le microphone. Parler en public n'a jamais été son point fort, mais il a pratiqué ce discours pendant des semaines. Vouloir honorer correctement la mémoire de Kendra. Il y a 6 mois, cette communauté a perdu quelqu'un de spécial, a-t-il commencé à faire entendre sa voix clairement dans le système audio. Kendra Morrow a passé sa vie à éduquer les gens, les poussant à être meilleurs que ce qu'ils pensaient pouvoir être. Cette fondation poursuit ce travail d'une manière différente. Il regarda les visages dans la foule, les pompiers avec lesquels il avait servi, les propriétaires d'entreprises qui avaient fait appel à ses services de soudage, les voisins qui le connaissaient depuis des années. La plupart avaient entendu une version de l'histoire du concours testamentaire de Taran et de l'affaire qui avait détruit son mariage. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de ce drame. Aujourd'hui, il s'agissait de quelque chose de mieux. Le Kinder Mororo Safety Fund fournira une formation sur la sécurité incendie aux écoles de tout l'Oregon, financera l'équipement des services d'incendie ruraux et offrira un soutien aux familles confrontées à des brûlures. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans nos communautés et dans les personnes qui les protègent. Encore des applaudissements, plus chaleureux cette fois. Miles avait gardé ses remarques courtes et ciblées. Comme Kendra l'aurait apprécié en s'éloignant du podium, il remarqua une silhouette familière près du fond de la pièce. Taran se tenait près des portes de sortie, tenant Connor contre son épaule. Elle portait une simple robe grise et avait l'air plus mince que dans son souvenir, son visage décharné évoquait le stress et un mauvais sommeil.
Miles acceptait les poignées de main et les félicitations de ses sympathisants, mais son attention revenait sans cesse à son ex-femme. Elle avait obtenu le divorce 3 mois plus tôt pour différends irréconciliables, acceptant sans autre contestation son offre de 6 mois de pension alimentaire. Kellen, lui, avait dit qu'elle avait emménagé dans un petit appartement à Medford et qu'elle travaillait à temps partiel dans un centre de conseil, mais c'était la première fois qu'il la voyait depuis la signature des derniers papiers. La foule a commencé à se disperser à mesure que la cérémonie se terminait. Miles aidait à empiler les chaises et à nettoyer les tasses de café, restant occupé tout en gardant un œil sur Taran. Elle s'attarda près des portes, voulant clairement l'approcher, mais incertaine de l'accueil qu'elle lui réserverait. Finalement, alors que le dernier des participants sortait, elle se dirigea vers l'endroit où il repliait les panneaux d'affichage expliquant la mission d'une fondation. « Bonjour, Miles. » Taran. Elle déplaça Connor sur son autre bras. Le bébé avait grandi au cours des mois écoulés depuis la dernière fois que Miles l'avait vu, développant des traits plus définis qui ressemblaient de plus en plus à Rylance. Ses yeux bleu pâle suivaient les mouvements autour de lui avec une intelligence alerte. « C'est vraiment quelque chose, dit-elle en désignant les écrans. Maman aurait été fière. Je l'espère. Vous avez tout donné, n'est-ce pas? Chaque centime qu'elle t'a laissé. » Miles a fixé le dernier panneau d'affichage avec un élastique et l'a regardé directement pour la première fois. Cela semblait être ce qu'elle aurait voulu. Même après tout ce qui s'est passé, vous auriez pu le garder, l'utiliser pour vous-même. Je ne l'ai pas gagné. Taran resta silencieux pendant un moment, absorbant l'implication. Elle avait passé des mois à se battre pour obtenir de l'argent dont elle pensait avoir le droit d'hériter, tandis que Miles l'avait simplement donné pour servir les autres. Le contraste n'a échappé à aucun d'eux. J'ai entendu parler de Raylan, dit-elle finalement. Et lui? L'arrestation, les accusations de fraude, les autres enfants dont il ne m'a jamais parlé. Miles hocha la tête. Il a appris via le réseau CNN que Raylan avait été arrêté 2 mois plus tôt lorsque le mandat d'arrêt l'a finalement rattrapé. L'enquête pour fraude avait conduit à des accusations qui entraîneraient probablement plusieurs années de prison, en supposant qu'il soit reconnu coupable. L'homme qui avait promis à Taran un nouveau départ à Portland s'était avéré fuir un passé qui rendait leur relation impossible. « Je suis désolé, » dit Miles et il le pensait sincèrement. « L'êtes-vous » La question l'a pris au dépourvu. Il regarda son ex-femme, la regarda vraiment et vit quelqu'un qui avait vieilli en l'espace de quelques mois. La thérapeute confiante qui avait bâti un cabinet pour aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes a été réduite à une mère célibataire vivant d'un salaire à l'autre, abandonnée par l'homme pour lequel elle a trahi son mariage. « Oui, dit-il. Je suis désolé que tu aies été blessé, mais tu n'es pas désolé que ce soit arrivé. » Miles réfléchit attentivement à la question. « Non, je ne suis pas désolé que ce soit arrivé parce que maintenant tu sais qui je suis vraiment. Parce que maintenant je sais qui je suis vraiment. » Les yeux de Taran se remplirent de larmes, mais elle les cligna des yeux. « J'avais peur, Miles. Tu as toujours été si autonome, si sûr de toi. Je n'ai jamais su ce que tu pensais ou ressentais. C'était comme être marié à une statue. Alors, tu as décidé d'avoir une liaison. J'ai décidé de trouver quelqu'un qui avait besoin de moi, qui me faisait me sentir important. » Elle baissa les yeux sur Connor, qui commençait à s'agiter dans ses bras. « Je pensais pouvoir bénéficier à la fois de la sécurité que vous m'offriez et de l'excitation offerte par Raylan. Je pensais que j'étais assez intelligent pour tout gérer. Ta mère était plus intelligente. » Oui, elle l'était. La voix de Taran contenait une note de regret qui allait au-delà de leur mariage raté. « Je l'ai perdue aussi, n'est-ce pas? Pas seulement l'argent, mais elle. Elle est morte en pensant que j'étais quelqu'un en qui elle ne pouvait pas avoir confiance. » Miles ne répondit pas parce que la vérité aurait été trop cruelle pour être dite à voix haute. « Je dois y aller, » dit Taran en ajustant la couverture de Connor. « Il commence à avoir faim. » Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta et fit demi-tour. « Pour ce que ça vaut, je pense que vous faites la bonne chose avec la fondation. Maman aurait approuvé. » Miles la regarda s'éloigner, franchissant les portes vitrées dans le soleil de fin d'après-midi. Il y a quelques mois, la vue de sa femme partir avec l'enfant d'un autre homme l'aurait rempli de rage ou de douleur. Maintenant, il ne ressentait plus qu'une lointaine tristesse face à la façon dont les choses auraient pu se passer s'ils avaient tous deux fait des choix différents. Kellen apparut à côté de lui, portant une boîte contenant les restes de matériel de l'exposition. « Ça va? » « Ouais, je vais bien. » Elle a l'air rude.
Elle a traversé beaucoup de choses. La plupart sont auto-infligées. Miles a aidé son cousin à transporter le matériel jusqu'au camion. Est-ce que ça fait moins mal? Non, Kellen était d'accord, mais cela rend cela mérité. 2 semaines plus tard, Miles s'est rapproché d'une petite maison près de la rivière Rogue, à 20 km au sud d'Ashland. La propriété s'étendait sur 2 acres de pin et de chêne mélangés avec suffisamment d'espace pour un atelier et une pièce pour s'agrandir s'il en avait besoin. La maison elle-même était modeste, avec 2 chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte sur un salon avec une cheminée en pierre, mais elle avait de bons ossatures, et Miles avait toujours préféré réparer les choses plutôt que de les acheter nues. Il avait vendu la maison d'Ashland à un jeune couple californien attiré par l'Oregon par la promesse d'un air pur et d'une vie dans une petite ville. La vente avait rapporté suffisamment d'argent pour acheter le nouveau lieu avec l'argent restant pour l'équipement et le matériel. Aucun versement hypothécaire, aucune dette, aucune obligation financière envers qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, Miles se sentait complètement libre. L'atelier a rapidement pris forme. Il l'a conçu lui-même, un bâtiment métallique avec de hauts plafonds et beaucoup de lumière naturelle. Le sol en béton était lisse et plat, parfait pour faire rouler des pièces lourdes. Il a installé un système de ventilation adéquat, amélioré le service électrique et construit des établis qui dureraient des décennies. En un mois, il reçut sa première commande, un ensemble de portes décoratives pour un domaine viticole près de Jacksonville. Le propriétaire avait vu son travail lors de l'inauguration du centre communautaire et souhaitait quelque chose de similaire pour l'entrée de sa propriété. Le projet prendrait 6 semaines et serait suffisamment rémunérateur pour couvrir les dépenses de Miles pendant plusieurs mois. Il s'est mis dans une routine confortable en se levant au lever du soleil, en prenant un café et un petit déjeuner tout en écoutant les informations. Puis 8 heures en atelier de création d'art fonctionnel à partir de métal brut. Ce travail le satisfaisait comme jamais la lutte contre les incendies. Chaque projet était unique, l'obligeant à résoudre des problèmes et à créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. À la fin de chaque journée, il pouvait voir le progrès tangible du métal transformé en beauté utile. Les soirées étaient calmes. Il préparait des repas simples, lisait des livres empruntés à la bibliothèque et s'asseyait parfois sur son porche pour écouter la rivière couler dans l'obscurité. Il n'avait installé aucune télévision et utilisait son téléphone uniquement pour des appels professionnels. Le silence était comme un luxe après des années passées à gérer les besoins et les attentes des autres. Sienna lui rendait visite régulièrement, apportant généralement le dîner et restant pour aider avec les formalités administratives de la fondation. Le fonds de sécurité qu'Indra Mororo s'est développé au-delà des attentes initiales de Miles, attirant les dons d'entreprises et de particuliers de toute la région. Le travail administratif devenait suffisamment important pour nécessiter une gestion professionnelle. Il faut embaucher quelqu'un, lui dit-elle un soir, en triant les demandes de subvention à sa table de cuisine. Cela devient un travail à temps plein. Je peux le gérer. Vous ne devriez pas avoir à le faire. La fondation dispose désormais de suffisamment d'argent pour payer un directeur exécutif approprié, quelqu'un ayant une expérience dans le domaine des organisations à but non lucratif, qui peut passer au niveau supérieur. Miles leva les yeux des brochures sur la sécurité incendie qu'il examinait. Je ne veux pas devenir trop gros. Qu'Indra privilégiait l'efficacité à la construction d'un empire. Il y a une différence entre croître stratégiquement et perdre sa concentration. Vous pourriez aider 2 fois plus de personnes avec une meilleure organisation et une gestion plus professionnelle. Elle avait raison. Comme d'habitude, la fondation avait déjà distribué près de 200 000 $ en subventions et en achats d'équipements, mais les demandes ne cessaient d'augmenter plus vite que Miles ne pouvait les traiter. Les écoles voulaient des programmes de sécurité incendie. Les départements ruraux avaient besoin de modernisation de leurs équipements. Les survivants des brûlures avaient besoin d'une aide pour couvrir leurs frais médicaux et leur réadaptation. Trouvez quelqu'un de bien, dit-il. Quelqu'un qui comprend qu'il ne s'agit pas de reconnaissance ou de constitution d'un CV. Il s'agit d'aider les gens. J'ai déjà quelqu'un en tête. La fille de Linda vient de terminer son MBA et travaille pour une organisation à but non lucratif à Portland. Elle a grandi ici, connaît la communauté et possède le genre d'expérience pratique que vous apprécierez. Miles hocha la tête. Embaucher quelqu'un lui permettrait de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, créer des choses de ses mains tout en garantissant que l'héritage de Qu'Indra continue de servir les autres. Que par une froide matinée de mars, près d'1 an après la mort de Qu'Indra, Linda Everhart a appelé Miles pour lui annoncer des nouvelles qui allaient remodeler tout ce qu'il pensait comprendre de son héritage. Il y a encore une enveloppe, dit-elle.
Kendra a laissé des instructions spécifiques selon lesquelles il ne serait ouvert qu'1 an après la fin de l'homologation. Miles posa sa torche de soudage et ôta son casque. Quel genre d'enveloppe? Une lettre cachetée qui vous est adressée. Elle voulait s'assurer que vous aviez eu le temps de décider quoi faire de son héritage avant de le lire. 1 heure plus tard, Miles était assis dans la salle de conférence de Linda, regardant une enveloppe avec son nom écrit dans le script minutieux de Kendra. Le papier était de couleur crème, cher, du genre qu'elle avait utilisé pour sa correspondance formelle au cours de ses années en tant qu'administratrice d'université. Elle a été très précise sur le timing. Linda a déclaré, vous ne deviez lire ceci qu'après avoir pris vos décisions concernant l'héritage et votre mariage. Miles retourna l'enveloppe entre ses mains. Après avoir cru pendant 1 an comprendre les motivations de Kendra, la perspective de nouvelles informations lui paraissant à la fois intrigante et troublante, il ouvrit l'enveloppe et déplia 2 feuilles de papier recouvertes de l'écriture de Kendra. Cher Miles, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez survécu à la tempête dont je savais qu'elle allait arriver lorsque j'ai modifié mon testament. J'espère que l'année a été plus douce pour vous que je ne le craignais. Que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose que je ne pouvais pas te dire de mon vivant. Tu n'as jamais été mon gendre pour moi. Depuis le jour où Tarant t'a ramené à la maison, je t'ai vu comme le fils que je n'ai jamais eu, mais que j'ai toujours souhaité. Vous aviez du caractère, de l'intégrité et une éthique de travail qui me rappelait mon père. Plus important encore, vous étiez loyal. Pas le genre aveugle qui ignore les défauts, mais le genre profond qui s'engage envers les gens malgré leurs imperfections. Que je te regarde occuper 2 emplois pour soutenir les ambitions de Tarant. Je t'ai vu me conduire à des rendez-vous alors que tu pouvais à peine te permettre de t'absenter du travail. J'ai remarqué à quel point tu m'écoutais lorsque je parlais de mon passé, de mes peurs, de mes espoirs pour l'avenir. Vous avez traité une vieille femme comme si ses pensées comptaient, ce qui est plus rare que vous ne le pensez. Tarant, j'ai bien peur qu'il ait hérité de mon intelligence, mais pas de ma sagesse. Elle pouvait analyser les problèmes des autres avec une perspicacité remarquable, mais restait aveugle à ses propres défauts de caractère. Elle a appris à manipuler les émotions sans apprendre à valoriser celles des autres. Je m'en veux. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait sans lui apprendre la différence entre mériter quelque chose et y avoir droit. Quand j'ai découvert sa liaison, ma première émotion n'a pas été la colère. C'était de la tristesse pour toi. Je savais qu'elle prévoyait de partir une fois qu'elle aurait obtenu mon héritage. Et je savais que tu n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Je ne pouvais pas empêcher la trahison, mais je pouvais vous empêcher d'en être financièrement détruit. L'héritage n'a jamais eu pour but de punir Tarant, même si je suis sûr que c'est ce qu'elle a ressenti. Il s'agissait de s'assurer qu'un homme bon ait les ressources nécessaires pour reconstruire sa vie après avoir été dévasté par quelqu'un en qui il avait confiance. J'espère que vous l'utiliserez à bon escient, mais je ne peux pas vous dicter comment. Je ne pouvais que faire confiance à votre caractère et espérer le meilleur. Si vous avez lu jusqu'ici, je soupçonne que vous vous